Bienvenue dans Trouver sa place, le podcast où chaque aventure humaine est une invitation à cheminer vers soi-même. Je m'appelle Claire Grévedon, je suis coach professionnelle spécialisée en reconnexion à soi et une fois par mois, je vais à la rencontre d'êtres humains qui m'inspirent pour partager des conversations qui font grandir. Qu'il s'agisse de leur mode de vie, de leur carrière ou encore de leur identité, tous ont fait des choix conscients et courageux pour vivre une vie alignée avec eux-mêmes. Cette vie, elle est aussi à ta portée. Alors je t'invite à prendre place et te laisser inspirer. Déjà plus d'1 an que l'on part à la rencontre de parcours de vie et d'êtres humains inspirants ensemble. Pour l'occasion, j'ai décidé de vous offrir 15% sur l'ensemble de mes accompagnements. Parce que je crois profondément que le monde a assez de place pour que chacun d'entre nous nous autorisions à trouver et à prendre toute notre place. Et que plus que jamais, le monde en a besoin. Alors si tu te sens prêt ou prête à plonger vers toi, rendez-vous en description de l'épisode pour plus d'infos. Bonjour Clément. Bonjour. Tu m'accueilles dans ton appartement parisien. On est assis par terre. Je le nomme parce que j'adore quand c'est le cas. C'est la 3e fois que j'enregistre un épisode. Et tu m'expliquais un peu la manière dont les Japonais organisent leur maison. Le fait que le sol peut devenir le lit. Et c'est cette sobriété-là. Et c'est ce que je ressens dans cette pièce où on est actuellement. On est à Paris, mais je sens beaucoup de paix. Ce podcast, je te le disais, c'est aussi une histoire de rencontre. Et j'adore expliquer un petit peu, partager le contexte des rencontres. Et la nôtre, elle est récente. Déjà, c'est la première fois qu'on se rencontre en personne. C'est vrai. Je t'ai contactée au mois de janvier. Une amie commune me parlait et me disait « Mais attends, mais il faut absolument que tu rencontres mon ami Clément. Vous allez avoir plein de choses à vous dire. » En fait, j'ai découvert que tu étais, on va évidemment en reparler, mais que tu avais créé le site Sens Critique, qui est un site web qui m'est cher et qu'on utilise beaucoup avec mon amoureux dans le quotidien. Et donc, ça faisait vraiment trop de connexions à la fois. Et nous voilà, Donc, pour moi, ça a été vraiment une évidence, quoi. Donc, je suis très, très heureuse. Merci à toi aussi de reconnaître l'évidence, parce que parfois, c'est pas, quand on ressent une connexion quelle qu'elle soit, on va dire intuitive, c'est pas toujours facile, de l'autoriser et de se l'accorder. Souvent, on peut plaquer autre chose dessus ou voir d'autres choses, et c'est un espace qu'il faut savoir saisir, en fait. Une espèce d'ouverture et que tu sais saisir et que tu as saisi. J'en suis ravi. Moi aussi. Ouais. Saisir les appels aux rencontres, c'est aussi le message de ce podcast. C'est aller à la rencontre. Ouais. Je le dis souvent, aller à la rencontre de l'autre. C'est tellement riche. Ouais. Alors allons à ta rencontre, Clément. Allons-y. Comment tu voudrais te présenter aux personnes qui nous écoutent ? C'est une question intéressante parce que pour moi, elle soulève déjà en fait le principe des labels qu'on se met. Et pendant ces 8 dernières années, pendant 8 ans, c'est pas ces 8 dernières années, pendant 8 ans justement, j'avais plus de métier clair. Donc du coup, je me suis rendu compte que on se définissait surtout quand on se présentait par rapport à son métier. Et du coup, ça mettait, ou ce qui nous faisait gagner de l'argent, on va dire. Et du coup, ça met tout de suite un label et tout de suite la personne te cadre et ça joue sur elle, sur sa représentation et elle te classe dans quelque chose. Mais on va quand même y arriver. Donc les labels avec lesquels je pense qu'il serait intéressant de me définir, je suis un explorateur de la conscience aujourd'hui. J'accompagne les individus et les projets qui viennent à moi pour leur permettre d'éclore plus à eux-mêmes dans une vision plus alignée. Voilà. À côté, j'ai aussi récemment, ça c'est ma nouvelle expiration dans le monde, on va en reparler, j'étais un peu en retrait du monde pendant 7-8 ans. Là, j'ai aussi confondé l'INEXCO, l'Institut d'exploration de la conscience, qui est une sorte de collectif destiné à explorer la conscience et à incarner ce que c'est. Et comme tu le sais aussi, il y a plein d'autres trucs que je fais à côté aussi. J'écris sur une newsletter personnelle, j'écris aussi pour l'INEXCO. J'aime écrire, j'aime transmettre, mais je me vois plus aujourd'hui comme un passeur en fait. Un passeur entre l'invisible et le visible, un passeur entre l'intérieur et l'extérieur. Je sais que tu aimes aussi
te définir, te labelliser comme un joueur. Oui, c'est vrai. C'est comme si on pourrait presque dire que la vie est un jeu. En fait, on nous donne des règles. On nous donne des règles quand on vient dans ce monde-là, dans notre société, en tout cas occidentale, enfin dans toute société, toute culture nous donne des règles de ce que c'est la réalité et de comment il faut fonctionner dedans. Et on nous dit, si tu joues avec ces règles-là, tu vas quelque part gagner. Et moi, dans mon parcours, j'ai cofondé j'ai confondé des sociétés avec des amis qui ont bien marché. Et je me suis rendu compte que les règles qu'on nous avait dit étaient peut-être pas forcément les bonnes. Et donc, comme un joueur un peu curieux, je me suis demandé quelles étaient peut-être d'autres règles préexistantes. Et aujourd'hui, moi, j'envisage un peu la vie comme un jeu. Ça veut pas dire que c'est un jeu, ça peut être aussi un jeu sérieux, hein. C'est pas forcément un jeu que ludique. Et ce côté joueur en moi aime analyser et tester quelles seraient les vraies, entre guillemets, règles du réel pour vivre de manière plus alignée, plus posée. Mais à côté, c'est vrai que j'aime beaucoup jouer. J'aime beaucoup jouer parce que je pense que dans le jeu, on retrouve énormément. C'est-à-dire que je pense qu'on apprend en jouant, déjà. Quand on regarde les enfants, je pense qu'on apprend en jouant. Quel que soit le type de jeu, je pense que le jeu nous... Je pense qu'en fait, à la base, on est tous des joueuses et des joueurs, en fait. On vient ici pour expérimenter, pour jouer. Et pour revenir à des jeux plus classiques, moi, je me rends compte que le jeu m'a appris énormément. Notamment le jeu vidéo aussi. J'ai appris, moi, il n'y avait pas Internet à l'époque. On était à l'époque de la Mega Drive et de la Super Nintendo. J'ai appris l'anglais avec des jeux. J'ai commencé à apprendre l'anglais avec des jeux. J'ai commencé à mourir avec des jeux. C'est que tout ce qui était jeu m'ouvrait l'espace d'apprentissage de manière simple et ludique. C'est-à-dire qu'il y avait pas le côté sérieux, ou obligation, ou injonction. C'est-à-dire que j'apprenais en jouant. Ouais, j'aime beaucoup, c'est vrai, me définir aussi comme un joueur. Ouais. Ce que j'aime dans l'idée du jeu, c'est ce que tu dis un peu, ça dédramatise d'une certaine manière la vie, les expériences, les obstacles, les défis. En tout cas, moi, c'est quelque chose auquel je suis sensible parce que en coaching, on peut vite parler de on travaille sur soi, tu vois. Puis je mets toujours des guillemets parce que le but, c'est pas ça peut être léger ou profond, mais ça peut être agréable ou porteur, ce travail entre guillemets. Mais je trouve qu'on met vite une notion de sérieux sur le développement personnel, etc. Parce que je pense que derrière, on a l'idée d'objectif. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'idée, en développement personnel, on a l'idée de je suis là, je veux aller là, j'ai ce challenge que j'ai envie de régler. Donc on a l'idée d'objectif. Alors que le jeu, il n'a pas d'objectif en soi, si ce n'est de s'amuser pendant qu'on le fait. Si on est dans le jeu, on est dans un système de processus. Quand on regarde, alors bien sûr qu'il peut y avoir des règles pour gagner derrière, je sais pas, un jeu de cartes ou n'importe quel type de jeu, ou un jeu 1, 2, 3 soleil, enfin n'importe quel type de jeu, il peut y avoir effectivement des règles, mais le plaisir, il n'est pas tant de gagner, il est de participer et de jouer. C'est quand on joue à un jeu, le plaisir, il est là en jouant. Et donc on a moins l'œil sur l'objectif, on est plus dans le process. Et c'est ce qu'on oublie souvent en développement personnel, c'est qu'on est souvent focalisé sur le but. On oublie le process, et donc le process devient moins plaisant parce qu'on cherche le but. Et généralement, quand on atteint le but, en fait, on n'a pas atteint ce qu'on voulait parce que le but devient, on va dire, une espèce de validation extérieure et on voit que ça nous nourrit pas, en fait. Donc, je pense qu'on a besoin d'y aller pour voir que ça nous nourrit pas, pour après chercher en nous le kiff du process, en fait. C'est très connu, hein, c'est très connu. L'idée, c'est ce qui compte, c'est le chemin, c'est pas la destination. C'est ce qu'on dit très souvent. Mais je pense que c'est important de commencer par croire que c'est la destination, d'y aller plusieurs fois, de se rendre compte qu'en fait, c'est pas ça. Mais d'en se rendre compte par l'expérience, pas parce qu'on nous le dit. Et après, de comprendre que le kiff, il est dans le process. Et pour moi, c'est ça le jeu. Le jeu, c'est que on aime jouer. Et le résultat du jeu,
il est au final pas si important que ça, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Et c'est pour ça que, tu vois, en coaching, je parle à 10% du temps au cerveau logique de mes clients, le cerveau qui a besoin de se donner une direction. Mais c'est un prétexte, la direction. Et puis, en la creusant aussi, on peut aller plus loin. On peut aller chercher le sens derrière la direction, derrière l'objectif. Et tout au long du processus, tu parlais de processus de coaching, mais en fait, je parle 90% à la partie créative, mais surtout à la partie au cœur d'enfant des gens, parce que c'est là où il y a la créativité, c'est là où on s'autorise à ouvrir le champ des possibles et à aller explorer les réponses. Donc, je suis complètement d'accord avec toi. Et d'ailleurs, bien souvent, quand j'ai des clients qui vont se stresser par rapport aux objectifs qui se sont donnés, c'est quelque chose qu'on va adresser. Vraiment travailler à leur permettre de lâcher prise sur l'objectif pour se concentrer sur le processus. Oui, puis un truc qui me vient aussi là, c'est que généralement, quand on est dans un processus d'éveil à soi, de développement personnel, d'éveil à soi, on va être transformé en chemin. Et en fait, l'objectif qu'on s'était mis initialement, c'était l'objectif pour la première version de soi. Et quand en chemin, on va changer, l'objectif, en fait, il doit être mouvant, en fait. Il évolue complètement. Voilà. Donc c'est plus comme un espèce de phare qui nous guide, mais qui peut changer. Parce qu'effectivement, on change. Et notamment, par exemple, on s'en rend compte quand on a un peu vécu, quand on a eu des relations amoureuses, quand on s'est mis, par exemple, en couple, et qu'on voit que les deux personnes changent au fur et à mesure du temps. Et donc, que les projections qu'on avait au départ sur qui on pouvait être plus tard, on voit que les personnes changent et que du coup, les objectifs peuvent changer aussi, quoi. Et ça, je pense que c'est un challenge assez important à reconnaître, c'est-à-dire que on ne sait pas en fait où on va. C'est-à-dire que quand on est dans un parcours d'éveil à soi, on ne sait pas forcément quelle fleur va éclore derrière. Et donc je pense que c'est tout le challenge quand on accompagne autant que quand on est accompagné, c'est d'accepter en fait que ça soit fluide et mouvant, quoi. Il y a le terme anglais, parce que j'ai pas d'équivalent français qui me vient par rapport à ça, c'est surrender. C'est pas lâcher prise, c'est bien plus que ça, c'est se laisser aller vers l'inconnu et se laisser accepter et se laisser porter par l'inconnu. Ouais. Je pense qu'on a un mot français pour ça, du coup, qui s'appelle l'abandon. Il y a le surrender où il y a l'espèce d'idée d'abandon total, mais c'est super difficile. On nous a appris à être dans le contrôle, on est éduqué. On est éduqué dans le contrôle, on est éduqué à vouloir contrôler son environnement, contrôler ses objectifs, contrôler son partenaire, contrôler sa société, contrôler sa boîte, on est conditionné à être dans le contrôle. Et je pense qu'il faut le voir et que c'est ok qu'on est dans le contrôle. Moi, je sais que mes expériences mystiques que j'ai eues dans ma vie, j'ai eu la chance d'en vivre quelques-unes. Et la première, une des plus puissantes qui me soit arrivée, c'était justement dans le lâcher-prise total. C'était un lâcher de contrôle, un lâcher du mental, vraiment le surrender, comme tu dis, vraiment total. Et tout d'un coup, j'ai eu une expérience hors mental, une expérience mystique, profonde. Et j'ai vu en fait à quel point ce monde avait en fait de multiples strates d'expérience. Et qu'en fait, notre conditionnement sociétal, notre conditionnement culturel nous maintenait en fait dans une certaine strate de l'expérience. Une manière un peu plus peut-être claire de le dire, quand j'explique en soirée, quand ça m'arrive d'être en soirée, et que je rencontre quelqu'un qui me dit « Ah, tu fais quoi dans la vie ?» et que j'ai 20 secondes pour lui dire, je lui dis que j'explore la conscience. Généralement, tout de suite, on dit « c'est quoi ?» parce que c'est très large. Et une métaphore que j'ai trouvée assez intéressante, c'est de dire que imagine que tu vis dans une pièce, tu vis dans un appartement de 3 pièces. Il n'y a pas de problème, tu as ces 3 pièces, tu les connais. Mais en fait, ton appartement, il a beaucoup plus de pièces que ça. C'est juste qu'on ne te l'a pas dit, on t'a pas formé à y accéder, même on t'a éduqué en fait à croire qu'il n'y avait que 3 pièces et à pas aller dans ces autres pièces. Et donc en état de conscience modifié, ça peut être la méditation, ça peut être via le souffle, ça peut être aussi via les psychédéliques ou via plein d'autres modalités, on peut découvrir qu'il y a d'autres pièces d'expérience
dans notre appartement du réel. Et ça ne veut pas dire que nos trois premières pièces sont mauvaises. Ça nous permet d'aller voir plus de qui on est. Et peut-être justement, pour quand on revient dans nos pièces connues, on les voit aussi différemment. Et ça, moi, c'est toute ma quête, c'est de comprendre qu'est-ce que le réel et de se rendre compte que on est un peu hypnotisé, que ce soit par les médias ou par le discours commun ou juste par la société, où on nous dit que le réel, c'est ça. On nous met des cases sur le réel, on nous conditionne, et et généralement par des notions de contrôle. Et le problème, c'est c'est qu'on se rend compte que il y a plein de choses qu'on ne peut pas contrôler, ou qu'on pense ne pas pouvoir contrôler, et qu'en fait, ça nous fait souffrir, et que ça crée énormément de tensions, voilà. Mais si on fait un pas de côté, si avec différentes pratiques qui commencent heureusement à être de plus en plus connues ces 10 dernières années, aujourd'hui, si on tape, il y a plein de modalités disponibles, que ce soit par le mouvement, j'en ai pas parlé, mais dans lequel on peut rentrer dans des états de transe, et les états de transe cognitive nous permettent effectivement de nous voir qu'il y a plusieurs strates de la réalité qu'on peut expérimenter, et pas juste ce qu'on avait expérimenté jusqu'ici, quoi. Donc moi, il y a vraiment la notion de différence d'expérience possible, mais qu'on ne voit pas. Et au fond, je pense que c'est pas une question tant d'acquérir des choses que de se dépouiller des conditionnements. C'est-à-dire qu'on se rend pas compte, une métaphore que j'aime bien utiliser, c'est on dit qu'on est en prison, on se sent en prison sans se rendre compte qu'en fait, la société, nos parents, notre éducation nous a donné des barreaux qu'on a mis dans nos mains, et on se trimballe avec ces barreaux dans nos mains et on les met devant nous, et on se rend pas compte qu'on est auto-emprisonné en fait. Et c'est ça pour moi le vrai challenge. Là, il y a un livre qui vient de sortir tout récemment. Je vais pas le spoiler parce qu'il y a une métacritique dedans, donc je vous laisserai le découvrir, mais qui s'appelle Hypnocratie. Et j'aime beaucoup, j'aurais aimé inventer le mot, parce que je le trouve très juste. Il montre que le pouvoir actuel, en fait, il nous conditionne via un système d'hypnose, et qu'en fait, il nous conditionne à être dans des états de conscience bien définis, de peur, de crainte. On nous répète, avec des suggestions constantes, ce qu'il faut qu'on croie, qu'est-ce qu'est le réel, qu'est-ce que sont les choses. Et en fait, on est peu outillé par rapport à ça. C'est-à-dire que moi, je vois autour de moi, où l'ancien Clément, qui regardait l'actualité, qui suivait l'actualité jour par jour. Et par exemple, si on prend Trump aujourd'hui, on voit que un jour c'est ci, un jour c'est ça. Et ça, c'est vraiment des espèces de conditions hypnotiques. C'est tout d'un coup, c'est le drame, puis le sauveur. En fait, on est vraiment conditionné. C'est-à-dire qu'au fond, l'idée, c'est pas tant de rajouter que d'enlever. C'est comme si on venait au monde nu, que nos parents nous donnent des vêtements. Les vêtements, ce sont qu'on pourrait dire des systèmes de croyances. Et on met ces vêtements au fur et à mesure. Puis au bout d'un moment, on se dit, mais tiens, c'est pas moi ça, qui je suis. Et on cherche de nouveaux vêtements à mettre, ou quel serait le bon vêtement à mettre qui me correspondrait. Alors qu'en fait, l'idée serait plus pour moi d'enlever les couches des vêtements. Ouais. Voilà. Et c'est se dépouiller plutôt que de se développer. Voilà. Se dépouiller, parce que je pense qu'on a tout en nous. Ça ne veut pas dire qu'il faut renier sa culture. C'est notre point de départ. C'est de là d'où on vient. Mais c'est de là aussi donc on doit transcender pour peut-être en sortir ou dépasser. Et je pense que les moments qu'on vit en ce moment sont hyper intéressants. Je pense qu'on vit en ce moment dans une phase, je ne suis pas le seul évidemment, hein. Je pense qu'on vit une transition extrêmement forte dans le système sociétal en place. Je pense que beaucoup se rendent pas compte qu'on est dans un système de transition, où c'est comme la libellule. La libellule, j'aime beaucoup cette image de la libellule, parce que la libellule, avant d'être cet insecte qui vole, c'est un insecte aquatique. Ah ouais. La larve, elle est aquatique, et dans la première partie de sa vie, elle est prédatrice de son environnement. Et je trouve ça assez intéressant comme parallèle par rapport à l'humain, par rapport à la planète. Aujourd'hui, c'est comme si on était la larve de libellule, on est prédateur de notre environnement. Et il y a un moment, on ne sait pas pourquoi, cette larve de libellule va sortir de l'eau, se mettre sur un roseau et sortir à l'air. Et là, un peu comme un papillon, il y a une espèce de cocon où elle va être détruite de l'intérieur, où elle va être en
totale transformation, métamorphose. Et après, elle va devenir un insecte aérien, totalement transformé. Et je pense que ça paraît peut-être un peu mystique ou poétique, mais je pense qu'on est dans cette phase. Je pense qu'on est dans cette phase de transformation où on est encore une espèce prédatrice de la planète et qu'on est en transition pour être un peu les gardiennes et les gardiens de la planète et qu'on est en pleine phase de transmutation qui est pas facile à l'échelle individuelle comme collective. Moi, ce que j'observe à l'échelle mondiale comme personnelle, c'est qu'en fait, tout ressort. Tout le fumier, toute la merde qu'on a mis sous le tapis, ça ressort pour être visible. Et qu'est-ce qu'on en fait? Qui on choisit d'être, quoi. Il y a une invitation à choisir. Il y a une invitation à choisir qui on veut être. Et c'est là où il y a la difficulté, parce qu'il y a tout ce que la société nous dit qu'il faut, comment on doit être, comment on doit organiser. Mais la plupart des gens se rendent compte que voilà, c'est plus tenable. Est-ce que c'est la plupart des gens? Là, on rentre dans un débat, peut-être, mais parce que j'ai cette sensation-là, effectivement, qu'on tend vers cette transition, qu'on est de plus en plus nombreux, puis je pense que c'est réel, mais d'un autre côté, quand tu regardes à l'échelle planétaire, il y a encore tellement de chemin vers le fait de sortir de cette posture de prédateur de l'être humain. Je pense que les deux sont liés, c'est-à-dire que effectivement, la plupart voient pas forcément le joli monde qui vient, disons-le comme ça, ou un monde plus en harmonie qui vient. Là, il n'y a pas forcément effectivement une majorité, mais je pense qu'il y en a suffisamment pour que ce monde commence à être créé. Par contre, je pense qu'une majorité se rende compte que ça va pas. Et ça va pas, soit parce que la bourse baisse, soit parce qu'il y a moins de... Enfin voilà, ça va pas. Il y a moins de ressources. Qu'on voilà. A des maux physiques. Voilà, ça va pas. C'est-à-dire que la plupart des gens ne voient pas forcément vers quoi ça va aller, mais la plupart, je pense qu'une grande majorité sentent que ça va pas, que ce système va dans le mur. Et la difficulté, c'est qu'effectivement, si on voit que le mur, on a peut-être tendance à faire l'autruche, parce qu'on veut pas voir le mur, parce qu'on voit pas ce qu'il y a derrière. Et l'idée, moi, ça fait des années que je réfléchis à tout ça, et je vois le monde qui vient, j'essaie à mon petit niveau d'y participer. Mais autour de moi, il y a beaucoup de personnes qui voient pas encore le monde qui vient, et qui voient que le monde l'ancien monde, appelons le monde actuel, qui s'écroule. Et si tu vois que ça, c'est douloureux. Ça fait peur. Ça fait peur et tu t'accroches du coup. Et tu t'accroches à la falaise, quoi. Voilà, et ça va pas. Mais je trouve que même si c'est un moment pas facile qu'on vit en ce moment, et à mon avis ça va s'accentuer. On est au début, mais je pense que on est dans cette transmission. Enfin, on est dans cette transformation d'un état à l'autre. Ça passe par la destruction quelque part de soi-même ou de qui on pensait être, ou notre manière de vivre, quoi. Donc on est dans une période à la fois magnifique et belle. Quand je repense au Covid, c'était ça aussi. Pour moi, le Covid, c'était comme une contraction avant une naissance. Contraction, je pense que là, on vit une nouvelle contraction, puis il y aura une naissance qui va arriver. Mais une naissance, les mères le savent mieux que moi, ça peut être très douloureux. Mais c'est beau après. Ouais. Mais en ce moment, on est dans une phase douloureuse et pas facile, parce qu'on doit apprendre à comprendre quelles sont les règles du jeu, et qui sont pas forcément celles qu'on nous a données. Ce qui me vient là, c'est ce qu'il y en a qu'une de règles du jeu. Mais en fait, je pense à l'épisode avec Joanie Lacroix, et je me rappelle ce moment où elle dit il faut voir, il faut aller vers ce qu'on ressent, cette contraction, sa crise, on le sent quand ça va pas, et il faut aller vers, parce que en écoutant cette contraction, alors on va commencer à voir les messages de comment faire autrement. Puis ça me fait penser à ta vision du lotus, ouais, et de voir le fumier pour aller vers la lumière. Est-ce que tu peux partager cette alors vision-là? En fait, l'idée, c'est que c'est assez inconfortable, en fait. Nous, on veut être parfait, on veut être que dans la lumière, on va dire, mais c'est oublier qu'on est dans un monde de dualité, on est dans un monde duel. C'est-à-dire qu'en fait, dans notre réalité, ce qui est se vit et s'expérimente par rapport à ce qu'il n'est pas. C'est-à-dire que, par exemple, pour connaître une joie intense, c'est bien d'avoir connu une tristesse intense. C'est-à-dire que pour connaître... l'expansion, voilà, il faut vivre la contraction. Exactement. Et c'est pour connaître
La vallée, il faut connaître la montagne. Sinon, on ne sait pas ce qui est l'un par rapport à l'autre. Si on n'a pas connu la profondeur, on ne sait pas qu'on est en hauteur, par exemple. Et donc ça, c'est la métaphore du lotus. C'est une métaphore utilisée dans beaucoup de systèmes. En anglais, on dit no mud, no lotus. Pas de boue, pas de lotus. C'est que le lotus prend racine dans la boue, la vase. Il s'étend, il éclot doucement au-dessus du lac, de manière pure, et ses pétales ne sont pas touchés par la fange du lac. Et donc nous, quelque part, l'idée, c'est qu'on a envie d'être que le lotus, mais d'oublier qu'en fait, il y a racine dans la vase. C'est un peu aussi le symbole du yin et du yang, c'est de voir que dans la partie blanche, il y a toujours un petit point noir. Et nous, on veut être des chevaliers blancs, quelque part, et oublier qu'on a ce petit point noir. Et quand on oublie qu'on a ce petit point noir, ou quand on veut être tout blanc, c'est là où la vie nous rappelle et nous met un gros truc noir dans la gueule pour nous rappeler qu'il y a aussi du noir en nous. Dans le parcours du lotus, c'est quelque chose, justement, on va aller voir nos ombres, on va aller voir le fumier, on va aller voir la vase, parce que c'est dans la vase que la graine naît. C'est cette vase-là, elle peut être fertile, en fait. Mais c'est un truc très inconfortable. C'est très inconfortable. Donc on préfère, et je suis passé par là, on préfère ne pas aller voir la vase, ou quand elle arrive, on préfère utiliser des systèmes de divertissement. Mm-hmm. Ça peut être aussi bien les réseaux sociaux que les addictions, quelles qu'elles soient. Ça peut être la drogue, l'alcool, le sexe ou quoi, ou que sais-je. On préfère en fait ne pas vivre ces périodes difficiles, ne pas vivre ces ombres, ce fumier, cette merde. Justement, c'est de la merde. On considère que c'est de la merde. Alors qu'en fait, la merde, justement, on peut changer notre regard dessus et comprendre que la merde, en fait, ça peut être du fumier, ça peut être fertile, dans lesquels des espèces de dons en nous, des qualités intrinsèques en nous peuvent émerger. Mais souvent, on préfère ne pas aller dedans, ne pas aller voir dedans parce que ça sent mauvais. On préfère rester confortable dans quelque chose qu'on connaît plutôt que d'aller dans l'inconfort de notre fumier. Alors qu'en fait, paradoxalement, moi je m'en suis aperçu avec le temps, qu'effectivement, c'est en allant voir notre fumier que tout d'un coup, nos espèces de dons peuvent se développer. Pour donner un exemple, moi, j'ai par exemple le fumier de l'inertie. Mais quand je vois mon inertie, paradoxalement, c'est ça qui va m'amener à la détermination, un pas après l'autre. En voyant mon inertie, j'ai compris que mon inertie, c'était comme de voir tous les chemins que j'avais à faire pour aller en haut de la montagne. Donc ça me paraissait si loin et si haut qu'en fait, je préférais ne pas y aller, quoi. Parce que ça me paraissait si loin et si haut. Mais si, en voyant l'inertie en moi, je comprenais que ce qui comptait, c'était juste de faire le premier pas, et qu'après, je fais un pas après l'autre, et que je me concentre sur ce pas-là, ben au bout d'un moment, hop, je suis avancé dans la montagne. Et qu'en fait, c'est un changement d'attitude. Si je regarde tout en haut de la montagne, oulala, je vais pas y aller, quoi. Et donc, je vais rester dans l'inertie. Alors que si je vais pas à pas, et que je fonctionne sur le pas à pas, je vais, au fur et à mesure, créer une espèce de groove, et après, ça va être une espèce de détermination rapide, et je vais continuer à monter pas à pas, et je vais y aller. On peut voir aussi ça, par exemple, tout ça, c'est des opposés apparents. Par exemple, le conflit et la diplomatie. On fuit le conflit, on l'aime pas, ou alors on rentre dedans head zone, vraiment. Alors qu'en fait, l'idée, c'est de voir que dans le conflit, il y a peut-être le côté diplomate en nous qui peut s'exprimer. Mais tout ça, c'est de la contemplation, c'est regarder. Et je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est l'outil de la contemplation, qui nous vient aussi des stoïques. C'est-à-dire à la fin de sa journée, regarder, si on ne peut pas le faire dans l'instant, regarder ce qui s'est passé, comment on a réagi, pas se juger, mais de voir les moments où on était dans son fumier, les moments où on a développé. Mais c'est pas facile. C'est un chemin, moi je le dis aux gens que j'accompagne, c'est un chemin qui est inconfortable. C'est un chemin qui est inconfortable, mais c'est un chemin qui est fructueux à terme. Et aussi, dans le développement personnel, c'est pas quelque chose de... Souvent, ce qu'on nous vend, c'est... De valoriser. Ouais. Parce qu'on vend le résultat, on vend la lumière, on vend le développement personnel. Et on vend la transformation, entre guillemets, rapide. C'est-à-dire que, par exemple, dans des outils que moi j'ai beaucoup explorés, comme le Human Design ou les Gene Keys, on te dit qu'un déconditionnement, ça prend 7 ans. Bah, tu dis... C'est pas vendeur. Ouais, c'est pas forcément vendeur. Tu dis, bon, peut-être faire autre chose. J'ai pas envie d'attendre 7 ans. Voilà, j'ai peut-être pas envie d'attendre 7 ans. Mais en fait...
Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'effectivement, ça éclot avant 7 ans. Il y a plein de choses qui arrivent avant 7 ans. Mais qu'en fait, c'est vrai que le processus de déconditionnement, il est enlever les vêtements qu'on nous a mis, on va dire. Et ça passe par des étapes aussi. Ça passe par des étapes. Ça passe dans les 7 ans, évidemment, il y a plein d'étapes. Et quand on aborde les choses sous l'angle du jeu, de l'exploration, de l'expérience, alors on apprécie beaucoup plus le chemin plutôt mais ça que veut pas dire que le ça veut pas dire que c'est moi si je regarde agréable. derrière moi, le Clément que je suis aujourd'hui est beaucoup plus en harmonie, beaucoup plus en paix, beaucoup plus aligné que le Clément il y a 10 ans. Si j'avais dit au Clément il y a 10 ans tout ce par quoi il passerait, je sais pas s'il aurait eu envie d'y aller. C'est-à-dire que à la fois il y a eu les très hauts, les expériences mystiques, les découvertes des autres pièces du réel, c'était magnifique. Et à la fois, plus d'une fois, j'ai eu la tête plongée dans le fumier, quoi. Voilà, j'étais sous pression. Et j'aime beaucoup aussi cette métaphore d'être sous pression, parce qu'en fait, le charbon et le diamant, c'est la même chose. C'est du carbone. Sauf que le charbon, c'est une version à température et pression ambiante, et le diamant, c'est une version compressée sous pression dans le manteau terrestre. C'est que c'est la même chose, mais une qui s'est révélée sous pression. Et c'est ça que, quand j'ai un challenge important, on va dire, et que je suis vraiment sous pression, qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? Si récemment, j'ai accompagné ma mère qui avait un cancer du pancréas et qui devait vite partir. Finalement, elle va bien, elle fait partie des 5% qui s'en sont sortis. Mais c'était vraiment, j'étais vraiment sous pression dans l'accompagnement. Mais dedans, le charbon s'est transformé en diamant et il y a eu des choses à trouver. Et ça, c'est quelque chose à garder en tête parce que on n'aime pas la pression, on explose généralement. Alors qu'en fait, si on l'accepte, parce qu'il n'est pas facile, on peut trouver des diamants dedans, quoi. C'est comme dans la vase, le canard, il va dans la vase trouver sa nourriture pour se sustenter, pour se nourrir. Et nous, on a tendance à se voir comme victime de ces événements de la vie qui sont difficiles. Alors qu'en fait, si on arrive à les accepter et à entrer dedans, généralement, on peut y trouver des diamants, quoi. Par exemple, prenons le Covid. Le Covid, pour plein de gens, ça a pu être un drame, comme ça a pu être aussi une période de découverte de plein de diamants précieux pour les personnes, quoi. Ouais, et puis on l'a vu, comme tu disais, c'était un moment de contraction, mais qui a amené à énormément de prise de conscience individuelle, collective, de révélation intérieure. J'en fais partie d'ailleurs. Ma vie a complètement changé durant cette période. Tu parles de chemin, et puis aujourd'hui, tu nous transmets toutes ces sagesses, mais comme tu le dis, ça a été un chemin. Tu parles d'un chemin de 10 ans. Qu'est-ce qui quel a été le point de départ et qu'est-ce qui t'a amené jusqu'à être la personne que tu es aujourd'hui? C'est très difficile de trouver, en fait, si je devais remonter assez loin, je pense que je m'en suis pas rendu compte sur le moment. Mais quand j'avais 14-15 ans, j'étais en 3e et j'ai eu un accident de sport qui m'a laissé en fauteuil roulant pendant quelques mois. Je pense qu'avec le recul, c'était quelque chose de fondateur parce que ça m'a fait prendre conscience que la vie pouvait être courte, que ça pouvait changer. J'étais pas sûr de pouvoir remarcher au tout début. Puis j'ai eu une chance extrême où un concours de circonstances, ma mère est kinésithérapeute, c'est elle qui m'a fait ma rééducation beaucoup plus que ce que je devais avoir. Maintenant, je marche normalement, il n'y a aucun problème. Mais je me suis aperçu qu'effectivement, les choses pouvaient basculer rapidement. Et ça, sans cet accident, déjà, j'aurais eu moins accès aux jeux vidéo. Mes parents étaient assez classiques, on va dire. Ils me donnaient peu accès à l'époque aux jeux. C'était pas du tout la même époque qu'aujourd'hui, hein. Il n'y avait pas de smartphone, il n'y avait pas un accès facile aux jeux. On jouait avec des consoles, Mega Drive, c'est pas Nintendo à l'époque. Et le fait d'être en fauteuil roulant, déjà, mes parents m'ont plus laissé jouer. Ce qui m'a permis de faire ma culture vidéoludique, ce qui m'a permis après, des successions aussi de hasard et de magie, de pouvoir créer Gamecult peu après. J'ai eu la chance, en fait, et ça m'a appris, en fait, cet accident m'a appris à très vite à me dire, la vie peut être très courte, elle peut changer du jour au lendemain, donc suis ce qui te fait vibrer, saisis les opportunités. Et ça, c'est ce qui m'a permis, après, dans mon parcours entrepreneurial, entre guillemets, de co-créer Gamecult, puis après de co-créer Sens Critique,
Puis après aussi le motorisé, et c'était en 2013-2014 par là, il y avait quelque chose que je devais voir en moi alors que j'avais tout pour être heureux, et j'étais heureux hein, globalement, j'étais pas à plaindre, j'étais chanceux. Mais je voyais qu'il y avait quelque chose une espèce de tension, quelque chose en moi qui allait pas. C'est comme si on m'avait donné les règles du jeu, que j'avais coché les règles, tous les trucs, et qu'en moi, il y avait quelque chose qui disait, ah, mais quand même, ça va pas trop. Elle ressemblait à quoi ta vie à cette période? Donc, tu as co-créé Gamecult et Sens Critique, qui sont en deux mots. Tu veux les présenter, deux sites Gamecult, c'est un site d'information sur le jeu vidéo qu'on a créé en 2000, Kevin, qui existe encore aujourd'hui, en 2025. Gamecult, c'était juste suivre ma passion. C'était à l'époque, donc en 2000, ça commence à faire. Il n'y avait pas de site de jeux vidéo qui correspondait à ce que moi, j'attendais comme ton. À l'époque, quand on parlait de jeux vidéo, on te tutoyait et on te traitait pas comme un idiot, mais moi j'avais 18-19 ans à l'époque, je lisais des livres, j'étais un peu cultivé, et on me traitait comme un gamin de 12 ans. Enfin, je caricature, mais c'était un peu l'idée. Donc nous, on a juste décidé de créer un site avec le ton qu'on voulait employer, avec la rapidité d'Internet, avec ce qu'on voulait faire sur Internet. Et ça au final bien fonctionné, il y a eu des hauts et des bas, c'était une aventure humaine vraiment, vraiment intéressante. Et après Gamecult, c'était un peu l'idée, j'ai pris une année sabbatique, et avec la même équipe, on a créé Sens Critique. Et c'était un peu la même idée, ce qui m'animait, c'était de créer un service que j'aurais aimé avoir et qui n'existait pas exactement comme j'aurais aimé l'utiliser, quoi. Donc, en 2012, Sens Critique était déjà lancé non, j'ai dit 2014-2015. Sens Critique était déjà bien lancé. Mais je pense que si je regarde dans le passé, je suis un lanceur de projets de la naissance à l'adolescence. Et on va dire qu'après, je suis moins intéressé, le passage de l'adolescence à l'âge adulte. Donc j'ai commencé à prendre un peu de retrait. Puis il y avait aussi des tensions. Il y avait des tensions en moi, il y avait des tensions... J'avais beau être à Paris avec un niveau de vie assez élevé, je faisais un peu ce que je voulais, mais quelque chose n'était pas forcément aligné. Comment tu le sentais que c'était pas aligné, alors que, comme tu dis, tu cochais toutes les cases des règles? Je sais pas, j'explosais parfois de colère, j'étais pas forcément... je voyais la personnalité que j'étais et que, il y avait une espèce de bouillonnement intérieur. Ouais, de bouillonnement ou des choses qui, quand j'explosais, je voyais qu'en fait, ça allait pas. Enfin, c'était pas ça que je voulais, quoi. Ouais, on était en 2000, vers 2014-2015. Et c'est là où je me suis dit, tiens, bon, écoute, t'as du temps, t'as de l'argent, rentre dans qu'est-ce que sont les règles du réel, par exemple, selon les scientifiques, les philosophes. Et donc j'ai commencé à lire beaucoup, et j'ai alterné entre une lecture, on va dire, scientifique du monde, une lecture philosophique du monde, et après ce que j'appelais à l'époque les zinzins. C'était toutes les choses que moi je regardais de loin, tout ce qui était développement personnel, ou tout ce qui était choses qui pour moi étaient non réelles. Chamanisme, tout ça voilà. Et avec en fait, un esprit assez scientifique et cerveau gauche, rationnel, de au ton départ. côté, quoi. Et ce qui m'a fasciné, c'est de voir qu'en fait, il y avait énormément de similarités entre les différentes approches. C'est-à-dire que quelque part, les philosophies indiennes, avec l'idée de Maya, d'illusion du monde, je retrouvais ça aussi bien dans la physique quantique, avec l'interprétation de l'observateur. Enfin, je voyais tout d'un coup, mon monde était en train de changer. Oui, j'ai eu des espèces de compréhensions qui ont fait exploser mon cerveau, quoi. Notre réel, pour moi, est totalement contre-intuitif. C'est-à-dire que si on te le dit pas, et que tu nais sur cette terre, t'as pas l'impression que la Terre est ronde. T'as pas l'impression que tu tournes autour du Soleil. T'as pas l'impression que le système solaire tourne à plusieurs centaines de milliers de kilomètres autour de la galaxie. T'as l'impression que le Soleil se lève et se couche. Alors qu'en fait, c'est pas le Soleil, il se lève pas et se couche pas. C'est la Terre qui tourne sur elle-même. Quand tu vois un coucher de soleil, en fait, c'est toi qui pars à l'envers.
t'as pas l'impression que par rapport à quelqu'un à l'autre bout du monde, t'as les pieds en l'air, la tête en bas. En fait, la réalité est totalement contre-intuitive. Et en allant vers ce que les scientifiques disaient du monde, je me suis aperçu qu'en fait, le monde n'était pas du tout ce qu'on croyait être. Par exemple, quelque chose que j'aime... On se rend pas compte, en fait, on vit encore avec la philosophie de Newton. On n'a pas encore intégré le concept de la science quantique, ce qu'elle veut dire dans notre monde. On a du mal à la définir d'ailleurs, à l'expliquer facilement. On a du mal à la définir facilement et c'est très subjectif. Donc on sort de la science. C'est-à-dire que justement, la science, c'est ce qui est objectif. Et pour moi, la physique quantique, on arrive au paradoxe de la science, c'est-à-dire qu'on arrive à quelque chose de très subjectif. C'est-à-dire qu'en fait, une manière pour moi de définir, une manière simple et pas simple de définir la physique quantique, c'est que le réel est quantifié. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'est pas continu. C'est-à-dire que nous, on a l'impression que le réel est continu, mais en fait, on clignote. Mais on clignote tellement de fois par seconde qu'on a l'impression que c'est continu. Même la science peut te dire à combien de fois on clignote. Ça s'appelle la fréquence de Planck. Je pense que c'est 10, de mémoire, c'est 10 puissance 44 ou 43, donc il y a 43 zéros derrière. Donc on clignote des milliards et des milliards et des milliards de fois par seconde. Quand on regarde un film ou quand on joue à un jeu vidéo, on parle en termes d'images par seconde ou de frames par seconde. Et on voit que si on ralentit, au bout d'un moment, on voit image par image. Et si on accélère, on a l'impression que c'est continu. Bah nous, notre réalité, c'est pareil. C'est contre-intuitif, mais c'est pareil. Et qu'est-ce que ça... Quel impact ça a de comprendre ça sur notre perception, sur le réel et notre perception du réel ? Alors c'est super intéressant parce que c'est un peu comme la Terre est plate et la Terre est ronde. Il y a des gens qui te diraient je m'en fous de savoir que la Terre est ronde ou que la Terre est plate. C'est pareil au final, je vis sur Terre. On pourrait rétorquer, oui, mais le fait qu'on sache que la Terre est ronde, ça nous a permis de mettre des satellites, par exemple, autour de la Terre. Et ton GPS que tu utilises sur ton smartphone, si on pensait que la Terre était plate, t'aurais pas de GPS. Tu vois. Donc ça fait quand même une différence dans ton réel. C'est pas juste savoir qu'est-ce qu'est la vérité, ça fait une différence dans ton réel. Ça permet donc ce que je comprends dans ce que tu dis, c'est que ça permet ensuite d'agir, d'être acteur avec cette conscience de la réalité, de créer des choses ou de mais surtout pour moi ça m'a totalement parce que notre cerveau il veut pas aller vers ce qui est inconfortable. Parce qu'on clignote, ça veut dire quoi ? Généralement, on dit « Ah, ok, super, on clignote, puis on passe à autre chose. » Un peu comme « Ah, super, la Terre est ronde, ok, super, on passe à autre chose. » Mais si on clignote, on est où quand on n'est pas là ? On est où quand on n'est pas là ? Si cette réalité arrive si cette réalité est projetée dans ce monde-là, puis hop, il n'y a plus rien qu'elle est projetée, et puis il n'y a plus rien qu'elle est projetée, qu'il n'y a plus rien. On est où quand on n'est pas là ? Et ça, c'est une question inconfortable, donc on l'éjecte, quoi. Moi, je suis allé en profondeur dedans et quelque part, on retrouve tout ce que disaient aussi les grands méditants, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on est cet espace de conscience. On est en fait la conscience dans lequel les choses apparaissent, en fait. Et donc, ça change notre perception aussi de ce qu'est... Je pense, moi, aujourd'hui, que la réalité qu'on vit, qui est réelle, qui est expérientielle, c'est une projection holographique de la conscience dans la forme. Alors, ça peut dire des gros mots comme ça, mais quelque part, de comprendre que c'est notre état de conscience, quelque part, qui va influer sur notre réalité. C'est qu'on n'est pas tant des petits bonhommes dans un monde réel, et donc un peu comme des poissons qui seraient dans un bocal. En fait, on est le bocal, l'eau, en fait, on est tout ça, en fait. On est tout ce qu'on voit, mais on le voit à travers le prisme de nos yeux et de notre individualité. Et que pour changer quelque part notre perception, notre expérience du monde, ce qui compte, c'est notre changement d'attitude. Et c'est juste une expérience à faire, vous n'avez pas à me croire, c'est une hypothèse. L'idée, c'est qu'il n'y a pas de vérité, il n'y a que des hypothèses à vérifier dans son réel. Mais si on fait cette hypothèse-là, on se rend compte qu'effectivement, notre expérience change. C'est-à-dire de comprendre qu'effectivement, quand on est sous pression qu'il peut y avoir des diamants, c'est un changement d'attitude en fait. Quand on parlait du lotus, comprendre que la merde peut devenir fumier, c'est un changement d'attitude. Et que en travaillant doucement ce changement d'attitude, on comprend qu'on est plus créateur que victime, ou co-créateur que victime, et tout d'un coup, on peut commencer à prendre plus en
à prendre plus son chemin et sa destination et son destin en main, on va dire. Mais c'est pas facile du tout, parce qu'en fait, il y a une facilité à être victime. Il y a une facilité à être... Il y a des avantages, sinon on le ferait pas, on le saurait pas. C'est ce que disent aussi plein de guides et d'enseignants. Ils disent tout le monde est innocent jusqu'à ce que tu comprennes que tu es responsable de ta création. Et là après, mais ça met beaucoup de poids sur tes épaules en fait aussi, que c'est toi qui es responsable de ta création, c'est toi qui es responsable de ta manière de voir de voir les choses et voir le monde. Et ça c'est pas facile. Ouais, c'est pour ça qu'on dit bienheureux sont les innocents, moins on en sait, finalement, mieux on peut se porter potentiellement, ce qu'on croit. Parce que c'est vrai que quand on commence à les creuser en nous, à enlever les couches, à explorer, bah, comme tu dis, ça peut être inconfortable. Puis souvent, dans le développement ou le dépouillement personnel, spirituel, on est confronté à des moments à cette réflexion de... parfois, ce serait presque plus simple de pas savoir tout ça. Ouais. Mais en fait, comme tu disais, en devenant acteur, actrice, on peut aussi choisir de comment on va vivre un inconfort, comment on va réagir face à une situation inconfortable. On peut la voir comme le diamant, comme le cadeau qu'il y a derrière, etc. Et puis aussi, ce dont je me suis rendu compte, c'est que si tu ne prends pas en main quelque part la responsabilité de ton expérience, tu vas être, on va dire... d'autres vont choisir pour toi, en fait, ton expérience. Ça va être le monde, la télé, le boss, le truc. C'est qu'en fait, il y a quelqu'un d'autre qui va choisir pour toi. Voilà, et après, tu deviens victime et tu es vraiment victime. C'est-à-dire que... Oui, voilà. Ta perception de la réalité devient ta réalité. Devient ta réalité. Ouais. Quel impact ça a eu sur toi et ton chemin de prendre conscience de ça? Alors, d'abord, j'ai cru à tout. C'est-à-dire qu'en fait, quand t'es en décalage avec la vision commune du réel, c'est assez compliqué. Mais au bout d'un temps, tu rencontres suffisamment de gens, ou même je me rappelle d'une émission sur France Culture qui m'a fait beaucoup de bien avec Étienne Klein, qui a invité un physicien français qui s'appelle Thibaut Damour. Et c'est intéressant parce que il expliquait que quelque part, lui, dans sa vision du monde, il comprenait les multivers, il comprenait qu'il y avait d'autres versions de lui dans notre réalité, et qu'un jour il racontait qu'il était en balade en montagne, qu'il a glissé, qu'il est tombé, qu'il a pu se rattraper, mais que lui, il comprenait qu'une version de lui était morte là, une des versions de lui était morte. Et ça m'a vraiment, c'est un petit exemple, mais ça m'a vraiment aidé, qui est quelque part quelqu'un cerveau gauche, scientifique, physicien, autorité, qui avait cette vision-là, différente de la vision, on va dire, adaptée, commune. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que tout était histoire, en fait. Que tout est histoire. Et que ce qu'on nous dit, c'est que des mots d'une histoire, d'un mythe qu'on a créé en commun. La réalité qu'on vit aujourd'hui, ce capitalisme mortifère, ce culte de la performance mortifère, c'est une histoire. Et qu'on peut choisir un autre narratif. Qu'on peut choisir une autre, ouais, exactement. Mais c'est pas facile. Au départ, moi, oui, il y a une espèce de désorientation. Heureusement, j'étais bien entouré avec des gens qui m'aimaient. Mais justement, les gens qui m'aimaient aussi parfois avaient peur, pour moi, par amour. Et, de te voir changer. Ou d'avoir des théories totalement tarées, on va dire, alors que pour moi c'était non, il y a les multivers, c'est une interprétation de la physique quantique, nous on est petite vision, ça nous paraît réel, mais je répète, le réel est contre-intuitif. Le réel est totalement contre-intuitif. Donc ouais, il y a eu quand même un désaxement, un désaxage au début qui était pas facile, mais je me suis rendu compte que j'étais plus en paix, j'étais plus aligné, que ça me faisait du bien, que les gens autour de moi, sans leur dire, après venaient à moi, me posaient des questions, parce qu'ils voyaient que ma manière de réagir au monde était très différente. Je suis pas du tout devenu un moine zen. Je reste humain, j'ai mon fumier, et j'ai toujours mes petits points noirs, mais je suis beaucoup plus... aligné entre mon dedans et mon dehors. C'est que je suis plus en combat vis-à-vis de ce que la société me dit d'être et ce que je suis aujourd'hui, quoi. Même si je suis encore en chemin, ça c'est clair. Mais puisqu'il n'y a pas de ligne d'arrivée. Il n'y a pas de ligne d'arrivée, ouais, c'est ça. Quels ont été, on parlait de, tu donnais cet exemple d'une version qui était morte à lui. C'est quelle version de toi sont mortes à toi d'une certaine manière durant tout ce chemin intérieur? Déjà, il y a la version, la première qui vient en tête. Je pense que c'est le moi
qui se pensait déconnecté du reste. C'est-à-dire que quand tu te crois et quand tu te vis, on a l'impression d'être totalement indépendant en fait de la réalité. C'est que, et d'un côté tu l'es. Toi, Claire, t'es en face de moi, t'es une personne, je vois bien que t'es différente de moi, mais généralement, on considère que notre personnalité ou notre entité s'arrête à notre enveloppe physique. On va dire qu'on est, qu'on est ce corps-là, ces idées, ce mental, tout ce qu'on est, mais qu'on est ça. Mais en fait, si juste un truc très simple, tu vois que l'oxygène qui rentre dans tes poumons vient des arbres, et que sans les arbres, tu pourrais pas respirer, tu comprends qu'en fait, cet organisme que tu considères toi, en fait, il n'est pas que toi, en fait. Il fait partie déjà d'un écosystème. Et donc, tu commences à comprendre qu'en fait, l'arbre que tu regardes, on t'a dit que l'arbre, ça faisait les planches de bois, ça faisait ton papier, ça faisait ton PQ. Mais tout d'un coup, tu le vois pas juste comme un truc utilitaire qui va te servir, tu le vois comme un organisme vivant qui est une partie de tes poumons. Donc, tu te vois déjà interconnecté. Après, au bout d'un moment, tu vois que toutes tes pensées, tous tes trucs, ça vient d'où? Ça vient de ta culture, des livres que tu as lus, etc. Tu vois que ce que tu crois, toi, en fait, ça vient aussi des autres. Donc déjà, de manière simple, tu peux comprendre que ce que tu considérais de toi n'est pas si isolé que ça. Donc déjà, ça change totalement ton rapport au monde. Après, j'ai eu des expériences un peu mystiques, mais notamment aussi une expérience sous psychotrope, sous ayahuasca, il y a 10 ans, qui m'a montré par l'expérience l'interconnexion de toutes choses. C'est-à-dire qu'avant, par exemple, toi, je te voyais comme quelqu'un de entièrement différent de moi, totalement unique et quelque part, voilà. Maintenant, on peut dire que je te vois comme une autre branche du même arbre. C'est-à-dire que dans mon rapport au monde, moi je pensais que moi j'étais différent des autres, je pouvais prendre pour moi. J'ai jamais voulu faire du mal volontairement. Mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, je sais que ce que je te fais, quoi que ce soit même je sais pas, tu m'énerves, je t'insulte, quoi que ce soit par exemple, ce que je te fais en fait, si je te fais du mal, quelque part, si je te fais du mal involontairement, c'est ton problème. Mais si quelque part je cherche à t'utiliser d'une manière ou d'une autre, je fais du mal à la branche qui fait du mal à l'arbre dont je fais partie. Donc en fait, la version de moi qui est morte, vraiment, c'est la version de moi qui se pensait autonome par rapport à son environnement et aux autres humains et aux autres habitants de la planète. C'est quelque part humain, ça vient du terme humus en latin, humus ou humus. Humus, c'est le sol vivant. Humilité, humain, ça vient de là. On oublie qu'en fait, on est totalement connecté. La manière la plus simple, c'est vraiment le début. Ce que j'ai dit, c'est que tes poumons, en fait, c'est les arbres. Ouais. C'est qu'on s'en rend pas compte, c'est contre-intuitif. Toi, t'as l'impression que tu pourrais vivre n'importe où dans le monde. C'est vrai, parce qu'il y a de l'air, mais qu'en fait, Mars, non, quoi. Tu vois, tu peux pas, en fait. Tu te rends compte qu'en fait, tu as besoin de tout ce qui t'entoure, de tous les. Tu es nature, en fait. Tu n'es pas dans la nature, tu es nature. Et tu es nature sur cette terre quand même, parce que comme tu dis, on ne vivrait pas, on ne survivrait pas ailleurs, donc on est dépendant de ce qui compose la terre. Voilà, c'est comme si tu disais, dans ton corps, tu as ton foie, on va le sortir, on va le mettre là-bas. Non, ton foie, il fait partie de ton corps, qui est tout relié, qui fait un truc commun. Je pense, pour donner une image un peu poétique, mythopoétique, l'hypothèse Gaïa, que la Terre est un organisme vivant unique, bah nous, les humains, on serait, pour moi, quelque part, le réseau neuronal de la Terre. On serait le réseau neuronal de la Terre, mais qui est parti un peu en couille, tu vois, et qui en fait... qui a cru qu'il n'était que ça, qu'il n'était que le réseau neuronal. Non, mais qu'il était séparé. Ouais. On a cru En fait, c'est ça, nous, dans notre culture, on nous a appris que nature-culture. C'est comme ça que moi qu'on m'a appris à l'école, la culture en philosophie, la culture versus nature, l'homme c'est la culture, et c'est pas supérieur à la nature, mais on voit la nature comme des choses à les conquérir, à les prendre, pour prendre pour nous, etc. Ouais. Mais je comprends que ça reste hyper intellectuel, mais quand tu l'as vécu dans ton expérience, ou quand tu commences à le comprendre que l'arbre que tu regardes, c'est lui qui te donne son oxygène, et toi, le dioxyde de carbone, c'est va le nourrir, tu commences à comprendre qu'en fait, tu es l'équivalent d'une cellule d'un corps plus grand, en fait. Qu'est-ce que tu peux nous partager, ou que tu es en mesure de partager de cette expérience que tu as vécue sous ayahuasca? Parce que quand on ne l'a pas vécu, ça paraît tellement difficile à imaginer, à conceptualiser. Parce que déjà, ça te montre la limite des mots humains. C'est-à-dire que là, on parle avec des mots, c'est génial, on échange, mais on comprend que les mots sont des symboles pour les choses, ne sont pas les choses. C'est-à-dire que
Quand on dit je suis amoureux de quelqu'un, par exemple, le mot définit ça, mais en fait, si tu devais décrire l'amour, ce serait compliqué en fait. C'est qu'en fait, les mots sont des symboles des choses, mais sont pas les choses. Ouais. Quand tu as une expérience mystique sous psychédélique ou autre, parce qu'on peut le vivre sans exactement, c'est ce que je dis. Substance, tu peux le vivre sans substance, tu peux le vivre en méditation, tu peux le vivre avec la respiration holotropique. Il y a plein de méthodes avec aujourd'hui. La transe, voilà, il y a plein de méthodes aujourd'hui. Tu commences à comprendre que il y a des expériences qui sont très difficiles à décrire avec des mots. Et bien sûr, tu pourrais mettre des mots derrière, mais c'est beaucoup plus que ça. Mm-hmm. Qu'en fait, les mots réduisent le réel. Ouais. Et quelque part, c'est un peu... je vais écorcher son nom, c'est Alfred Korzybski, je le dis très mal, c'est un bouquin assez difficile à lire, même très difficile à lire, pour moi, qui s'appelait « La carte n'est pas le territoire ». L'idée, c'est de comprendre qu'en fait, le territoire du réel, nous, on le décrit à travers des cartes. Prenons Paris, par exemple. Tu prends Paris, il y a le réel de Paris, qui est cette ville, capitale de la France, foisonnante, avec plein de quartiers, plein de trucs. Et puis, il y a des cartes de Paris. Tu as Google Maps, tu as le plan de trucs, le plan des trucs. Tous les plans ont raison. Chaque plan a raison, mais chaque plan a raison avec son biais. Et puis, il ne te montre pas ce que tu vas vraiment L'expérience de vivre Paris. dans la rue, Exactement. en rencontrant telle ou telle Exactement. personne. Donc, même si tu avais le plan le plus détaillé de Paris en 3D, visuel, tout ce que tu veux, et même toi, là, on est dans le même appartement, où tu connais Paris, je connais Paris, on n'a pas le même Paris. Ouais. Rien que là, tu es face à la lumière, tu vois le soleil, moi c'est derrière, on n'a pas la même expérience. Donc, je pense que les mots, il faut comprendre que les mots, c'est des cartes d'un territoire. C'est-à-dire que ils peuvent décrire un territoire, mais ils n'empêchent, ça n'enlève pas ton expérience du territoire. La personne qui nous écoute, si elle vient à Paris, elle va faire une expérience différente de Paris de moi. Pourtant, ça va être Paris. On est d'accord que c'est Paris. On va pouvoir te définir des cartes de Paris. La carte... elles ont toutes raison, les cartes de Paris, mais différentes. Elle apportera des informations, des perceptions, mais jamais dans sa totalité. Jamais. Ouais. Jamais. Et pareil, je me rappelle un exemple, New York aujourd'hui, par exemple, c'est une ville très sûre, mais à une époque, elle n'était pas sûre du tout, comme ville, dans les années 90-2000, par là. Et en fait, je ne rappelle un exemple très bien. Un pote est allé à New York, il avait demandé à des amis qu'est-ce que c'était New York. Et selon que l'ami lui donnait la carte, New York c'est difficile, attention, il y allait avec ces cartes-là et donc il allait vivre à New York avec cette carte-là. S'il demandait à un autre pote, il y a des super restos, machin, qui donnait les adresses, il allait à New York avec cette carte-là et donc il allait pas vivre le New York difficile. Voilà. Donc c'est vachement intéressant de voir aussi quelle carte on utilise. Et pour revenir à l'ayahuasca, c'est très difficile de le dire avec des mots. C'est-à-dire que parce que ne serait-ce que les mots impliquent un début, un milieu, une fin, une espèce de temporalité. Sous psychédélique, j'étais dans une simultanéité multidimensionnelle de l'expérience. Mais c'était un espèce d'éclairage super intéressant. Et c'est ça les mots. Les mots, faut comprendre que les mots, c'est des cartes d'un territoire. Ça ne va pas remplacer l'expérience du territoire, mais ça peut t'aider. Et selon les mots que tu utilises, c'est pour ça qu'on parlait d'attitude. Tu parles de merde ou de fumier. Par exemple, je sais pas, hier j'ai accompagné ma mère, je peux aller à la cave, elle ouvre la porte de la clé de la cave, elle me dit elle est bloquée, il faut forcer. Je force et hop, en fait on avait mal ouvert, en fait je casse la clé dans la serrure. Là un ancien Clément aurait dit fais chier. J'aurais déjà insulté ma mère. Tu m'as dit qu'elle n'était pas fermée, elle était fermée. Je m'en serais voulu d'avoir cassé la clé. Enfin voilà, si j'aurais été dans le truc. Aujourd'hui, je me dis bon, c'est arrivé, c'est comme ça. Faisons la suite des événements. On a appelé l'assurance domicile. Ils prenaient tout à leur charge pour le déplacement et 1 heure. Le reste était à notre charge. La personne est venue. Elle est restée moins d'1 heure, donc ça nous a rien coûté. Et en fait,
elle nous a même réparé mieux la porte que ce qui était prévu au départ. Donc, bon, ça nous a coûté un peu de temps d'appeler, etc. Mais en fait, ça nous a pas coûté d'argent. La porte de la cave est mieux que ce qui était au final. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je n'aurais pas vécu cette réalité si dans mon attitude, j'avais été une attitude de victime et de me truc, et c'est la faute, et machin. Et en fait, généralement, on croit que la perception, c'est juste voir le verre à moitié plein ou moitié vide. Pour moi, la perception aujourd'hui, c'est plus loin que ça aujourd'hui. Ça va remplir le verre ou vider le verre. C'est ce que tu décides de voir et de faire, et de voir après la situation, pas seulement la perception que tu as du moment, mais comment tu vas vivre tout ce qui va suivre, d'une certaine manière. En fait, c'est accepter que quand un truc est... Mais là, ça vient du début, de ce qu'on racontait quand j'ai eu mon accident de sport qui m'a laissé en fauteuil roulant, ou quand j'ai accompagné ma mère après dans son accompagnement. Quand tu vis quelque chose de difficile, par défaut, tu te vis en tant que victime. Alors que si tu arrives à pas être neutre, à dire bon, qu'est-ce qui va sortir de là ? On peut être vraiment surpris de ce qui va sortir de là, en fait. C'est vraiment cette invitation que je partage souvent, qui est de... Mais évidemment, ça demande un entraînement, comme un muscle à développer, mais s'observer avec curiosité, d'observer une situation comme si tu la regardais de l'extérieur, absent de tout jugement, juste de dire voici la situation, et ensuite qu'est-ce que je décide d'en faire. J'aime beaucoup ton utilisation de muscles à développer. J'aime beaucoup ça, parce que je pense que c'est ça. Ouais. C'est pas du jour au lendemain, on devient acteur de notre vie. Non, c'est vraiment un muscle à développer. Et c'est pareil, les états de conscience modifiés, c'est un muscle à développer. C'est-à-dire que pour moi, aujourd'hui, j'y arrive facilement à entrer dedans de manière autonome. Mais c'est comme, imaginons que j'ai aucun muscle. C'est pas en faisant 50 pompes par jour que je vais y arriver. Ça va totalement me démoraliser, je vais pas y arriver, ça va être hyper dur. Si je fais une pompe par jour, une pompe, je peux la faire. Tout le monde peut faire une pompe par jour. C'est comme la méditation. Moi, quand j'ai commencé à méditer, j'y arrivais pas. Et tout d'un coup, je suis tombé sur, il y a longtemps, sur le gourou de la méditation chez Google, qui disait, fais juste une inspiration par jour. Une inspiration, une expiration consciente. Ça, je dis, je peux le faire. Une inspiration, une expiration, sans mental, je peux le faire. Et j'en ai fait une par jour, puis au bout de 3 mois, j'en ai fait 2, puis 3, puis 4, puis 5, puis 10, puis 20. Donc en fait, l'idée, c'est un peu comme un muscle. Si tu veux trop le forcer au départ, ça va même te dégoûter, quoi. Et il va casser. Il va casser, tu vas pas y arriver, puis même tu vas penser que c'est inatteignable par toi. Alors que si tu y vas doucement, petit à petit, et tu vas être étonné, c'est un peu l'image aussi de la marche qu'on disait au départ, c'est si tu fais marche par marche, au bout d'un moment, tu serais étonné de voir que, ah tiens, t'as fait tout ce chemin-là, quoi. Alors que sinon, au départ, on dit, tiens, va tout là-haut. Là, tu dis, waouh, pas possible, quoi. Donc, j'aime beaucoup cette idée de muscle, effectivement, à développer. Je pense que la contemplation, je pense que la clé principale, en fait, dans l'éveil de soi ou le développement personnel, appelons-le comme on veut, c'est d'être honnête vis-à-vis de soi, en fait. Et c'est de contempler sa journée, de contempler ce qui s'est passé. Ouais. Moi, ça m'arrive encore de... C'est cette idée d'observation sans jugement. Encore une fois, c'est ni bien ni mal, c'est juste l'honnêteté face aux faits, face au comportement. Voilà. Et pas trop se juger, c'est que je pense qu'il y a un bouquin que tes auditrices et auditeurs doivent connaître, qui est Les 4 accords Toltec, de Don Miguel Ruiz. Et ce qui est vachement intéressant dedans, c'est pas forcément d'appliquer les 4 accords. C'est un peu la direction et le but, mais c'est un peu la direction, on va dire. Mais déjà, quand tu les appliques pas, que tu as conscience de pas les appliquer, pour moi, t'as gagné. Ouais. C'est que, par exemple, l'idée, c'est pas que je m'énerve jamais. C'est que quand je m'énerve, mais pas pour les bonnes raisons, je le vois. Ouais. Tu vois le point noir. Je vois le point noir. Ouais, ça m'arrive de faire ça, mais je le vois, je me juge pas, je me dis, ah ok, là j'ai explosé. Pourquoi j'ai explosé là ? Ah, parce qu'en fait, ça touche cette blessure d'enfance que j'avais. Ah ok, donc je me pardonne. Et même les moments pas faciles que je peux vivre dans mes relations ou autres, ben en fait, plutôt quand quelque chose est merdique, aujourd'hui, j'arrive à le transformer très vite en fumier. Et ça me suit pas pendant des jours et des semaines et des mois. Je me pardonne assez rapidement à moi, assez rapidement à l'autre, et j'en fais quelque chose un apprentissage pour moi-même, en fait. Et l'idée, c'est pas d'être tout blanc, c'est juste de voir quand il y a le noir qui arrive en nous, et de voir qu'est-ce qui peut nous apprendre, quoi. Ouais. Donc mais ça, pareil, c'est un muscle qui se travaille doucement. Mais je veux dire,
c'est accessible à tout le monde. C'est que je Comme pense... la première pompe ou la respiration. Voilà, je pense qu'en fait, ces capacités aussi d'exploration, elles sont naturellement en nous. Ces capacités à aller dans les autres états de conscience, elles sont naturellement en nous. C'est juste qu'on a été conditionné à développer qu'une partie de nous, notre partie mentale de contrôle, qui est pas négative en soi, mais qu'il y en a d'autres en fait en nous. C'est ça qui est intéressant à partager, à transmettre, de savoir que chacun a en soi des choses. Mais par exemple, prenons un truc simple, la respiration. C'est pas glamour en fait. C'est que c'est plus facile de vendre un stage de 1 000 € avec des champignons et je sais pas, plutôt que de vendre un stage où tu vas réapprendre à respirer, quoi. Alors qu'en fait, la respiration est probablement une des modalités les plus puissantes de soins, de développement de soi. Et gratuite. L'eau, c'est pareil. Nous, on est un peu américanisé avec les suppléments, qu'est-ce qu'il faut prendre, qu'est-ce qu'il faut manger pour être le meilleur, enfin pour être bien équilibré. Si juste chaque personne buvait plus d'eau le matin, faisait des exercices de respiration, je parle même pas de trucs physiques, de sport, plus d'eau, plus de respiration, une respiration consciente, on irait tous beaucoup mieux. Et ça revient à cette notion que tu disais où on va tout de suite chercher le résultat, chercher le haut de la montagne, etc., plutôt que de se concentrer sur les choses simples, le premier petit pas, les choses accessibles à toutes et tous, quoi. Oui, et c'est pas de notre faute, hein, c'est pas de notre faute, c'est juste que le système actuel est totalement conditionné là-dessus. C'est-à-dire que la publicité, c'est te faire croire qu'en allant chercher quelque chose à l'extérieur de toi, tu vas avoir le bonheur. Tu vois, tout est conditionné aujourd'hui. C'est en train de craquer, mais tout est conditionné comme ça autour de nous aujourd'hui. Donc c'est normal qu'on aille naturellement là-dedans, quoi. Qu'on aille dans la complexité plutôt que la simplicité. Pour moi, la complexité, c'est aussi du fumier. L'éclosion de la fleur, c'est la simplicité. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans un monde complexe. C'est le monde aussi du mental. Quand tu vis des expériences hors mental, tu te rends compte qu'en fait, waouh, il existe des choses hors du mental. Que tu vis, j'imagine, simplement d'une certaine manière. Voilà, simplement, et qui sont puissantes, en fait. Je veux dire, à l'école aujourd'hui, ou même chez toi, on t'apprend à te laver les dents, on t'apprend à te laver, on t'apprend à faire des maths et des trucs, on t'apprend pas à gérer tes émotions, on t'apprend pas à respirer. Enfin, il y a des espèces de basiques. Tu dis, mais pourquoi on nous apprend pas ça? On nous apprend pas à méditer, on nous apprend pas. Et il y a d'autres pays du monde, hein, même cultivés, où ils apprennent ça. Hein. Oui, c'est ça. C'est pour ça, c'est que les personnes qui décident, entre guillemets, dans le monde actuel, n'ont pas forcément conscience de ça. Et donc c'est pas leur réalité, donc c'est pas la réalité qu'ils créent pour la société, puisqu'on est dans des sociétés dirigées par certaines personnes. Et puis je pense que, moi, le Clément d'avant était le même. C'était le Clément d'avant, il considérait qu'il y avait lui, ses amis, sa famille, sa tribu, puis les autres. C'est-à-dire que quand tu vis ça comme ça, tu peux même dire, la France, il y a la France, puis les autres. Il y a, tu vois, si tu comprends pas qu'en fait, qu'on est tous interconnectés, mais à un point qu'on peut pas imaginer, parce que c'est contre-intuitif. Si chaque fois que tu coupais un arbre, tu comprenais, on te disait à la télé, voilà, on est en train de couper des arbres de la forêt amazonienne et en fait on est en train de couper tes poumons, là peut-être tu réagirais différemment, quoi. Mais c'est pas ce qu'on te dit. Voilà, c'est la séparation. En fait, je nous vois quelque part comme des pièces différentes d'un même puzzle. On est un même puzzle. C'est-à-dire que... et c'est ça, l'énorme changement qu'il y a eu en moi, en fait, dans ces 10 années. C'est de comprendre qu'en fait, je suis très interconnecté. Et donc, avant, je tenais, je sais pas, la porte à la dame, parce mes parents me l'avaient inculqué. C'était bien, mais c'était inculqué. Tu mets des guillemets, hein. Voilà. On le voit pas, mais tu mets des guillemets. Maintenant, je tiens la porte à la dame parce que c'est moi. C'est notre branche de moi. C'est pas du tout le même truc derrière. Est-ce que ça rend pas autocentré de voir les choses comme ça? Si on fait tout parce que l'autre est une partie de nous, ça revient à se recentrer sur soi. Mais je pense que justement, c'est vachement intéressant que tu relèves ça. C'est que on a un mythe commun sur lequel penser à soi autocentré, c'est mal. Et alors que pas du tout. Pour moi, pas du tout. C'est comme t'as deux types d'égoïsme en fait. Et en fait, justement, penser à soi, si tu veux, c'est un peu
C'est un peu la métaphore, t'as dans un avion, l'avion, on va dire, s'écrase ou perd de l'oxygène. Et en fait, on te dit, il faut d'abord mettre ton oxygène à toi avant de le mettre à l'autre. Et c'est vrai. Oui. C'est Parce tellement que vrai. sinon, si tout le monde, Voilà. enfin, tout le monde meurt au final, parce Voilà. que tout le monde va s'échiner Donc, à... autocentré, ça dépend quel est effectivement l'angle avec lequel tu es autocentré. Moi, je sais qu'aujourd'hui, quelque part, ce que je peux faire de mieux pour l'autre, donc quelque part, donc d'être dans la relation, c'est d'être la personne la plus alignée, aimante. Et pour ça, il faut que je sois centré sur moi-même, que j'apprenne à me développer, à reconnaître en moi tout ça. Et c'est ça que je peux offrir à l'autre. C'est ça que je peux offrir à la reliance. Donc merci à toi pour cette question, parce que justement, il y a cette espèce de discours dominant de bien-pensance, faut pas penser à soi, faut pas machin. Non, il faut penser à soi. Mais il faut penser à soi avant toute chose, mais en comprenant que l'autre n'est pas, ou l'autre, ou tout ce que tu vois à l'extérieur de toi, n'est pas tant à l'extérieur de toi qu'est relié à toi, en fait. Et là, ça change ton rapport à l'autre. Ça change ton rapport à l'autre et ton rapport au monde. Donc, je pense que non, c'est très très bien d'être égoïste, mais pas égotique, quelque part. C'est de penser à soi, à son développement, à ces choses, sans penser que c'est soi versus le reste du monde. Ouais. Tu vois, c'est plutôt soi avec le reste du monde. Ouais, complètement. Complètement. Je suis complètement d'accord. Et puis, pour moi, c'est aussi ça ce que je considère ma mission, qui est de contribuer à ce que tout un chacun soit profondément bien aligné avec qui il ou elle est. Parce que je pense que quand on l'est profondément, on ne peut que faire du bien autour. En tout cas, que mettre l'intention de prendre soin. Parce que comme tu le dis, voilà, on peut agir avec une intention positive, puis que ce soit reçu différemment par l'autre personne, ça on le contrôle pas. Mais d'avoir cette intention-là, c'est avant tout en prenant soin de soi, en étant profondément bien avec soi-même. Alors on n'aura pas besoin d'aller chercher, d'aller tirer quelque chose à l'extérieur de soi, parce que tout sera déjà là. Enfin, c'est ça, c'est que le monde, en fait, on nous a conditionné, enfin le monde occidental nous a conditionné à pas nous accepter. En fait, à pas nous accepter ou à pas nous aimer. Donc on cherche toujours ça aussi à l'extérieur. Et que du coup, il y a une espèce de métasystème qui nous aide pas, en fait. Il y a une espèce de... Ouais, puis ça me fait penser à quelque chose qui m'est venu quand tu parlais de regarder le point noir, voir... c'est cet inconscient collectif très judéo-chrétien de la culpabilité. On porte tous cette culpabilité d'agir mal, d'être comme ci, d'être comme ça. Et une notion que je trouve extrêmement puissante, c'est de transformer la culpabilité en responsabilité. Et ça rejoint tout ce qu'on a nommé, de choisir, de voir, de choisir comment on voit une situation, comment on voit un comportement et ce qu'on en fait derrière. On peut culpabiliser du point noir, on peut culpabiliser d'un comportement qu'on a eu, d'un schéma qu'on répète, ou on peut prendre la responsabilité de le voir et d'en faire quelque chose. Oui, puis de comprendre que t'es pas coupable que le point noir existe. C'est-à-dire que ça fait partie de cette dualité. C'est-à-dire que c'est comme si on te disait le lion, il n'est pas coupable de manger la gazelle, si tu veux. Nous, après, on peut anthropomorphiser. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait, on n'est pas coupable d'avoir ce point noir en nous. On n'est pas coupable d'avoir la vase. Ça fait partie du schéma de cette réalité. Et du processus d'être qui voilà. Donc c'est ça la chose, c'est que j'ai pas fait que des choses dont je sois fier dans ma vie, mais en fait, ces choses-là, maintenant, je les vois comme des phases d'apprentissage. J'accepte qu'il y ait en acceptant ces différents Cléments qui ont pu exister, le fait de les accepter, donc de les intégrer à moi, un peu, imaginons que tu es multidimensionnel et que tu as d'autres versions, le fait de les accepter et de les mettre en toi, paradoxalement, tu n'auras plus besoin de les exprimer. Ouais. C'est-à-dire que, je sais pas, le Clément qui pouvait être colérique et explosif,
le fait de l'accepter en moi et donc de pas refuser en disant ben non, c'est un Clément que j'aime pas. Non, il fait partie de moi, il sait exprimer. Le fait de le voir en moi, de l'accepter en moi, ben, paradoxalement, ça va me permettre de pas être explosif. Alors que si je le refusais en disant mais c'est pas moi, c'est pas chien, je m'aime pas comme ça, et c'est vrai que c'est vrai que c'est pas la meilleure version de moi, on va dire. Mais si je la refusais, en fait, elle resterait en fond et elle sortirait pour être vue et acceptée, en fait. Ouais, ça me fait penser à cette phrase que j'ai déjà nommée sur ce podcast, c'est tout ce à quoi tu fais face, s'efface, tout ce à quoi tu résistes, persiste. Faire face au point noir, faire face au fumier, faire face à ces parties de nous qu'on pourrait aimer moins, faire face en acceptant tout simplement qu'elles sont là, elles font partie de nous. Et... C'est ça, moi j'aime bien, alors c'est pas facile à dire, il faut bien dire les mots, c'est ta conscience, l'idée c'est pas qu'elle élimine, c'est qu'elle illumine. Et donc quand tu mets ta conscience et que tu illumines quelque chose avec, naturellement, l'ombre, elle va naturellement, entre guillemets, disparaître. Mais le concept de l'ombre va rester là. Tu vois, l'énergie initiale, le petit point noir dans le blanc va rester là. Et donc, par exemple, quand tu fais des exercices simples de scanning corporel, t'es allongé sur le dos, tu respires et tu regardes, je sais pas quel point de tension t'as dans ton corps, par exemple. L'idée, c'est pas d'éliminer la tension. C'est tu la regardes, tu respires dedans, et le simple fait de respirer dedans va faire qu'elle va s'amenuiser ou disparaître ou s'évanouir. Ouais. Mais le paradoxe, c'est ça. C'est que si tu cherches à l'éliminer de base, ça va pas marcher. Tu vas lutter contre quelque chose. Donc tu dois la regarder avec ta conscience non jugeante. L'illuminer. Tu l'illumines et c'est tout ce que tu as à faire. Et après, ça va... Voilà. C'est tout ce que tu as à faire. Et c'est ça, en fait, pour moi, le travail à faire, mais qui peut être ludique et rigolo, c'est de, dans ma journée, quasiment tous les soirs, je me dis, tiens, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? Alors déjà, je fais des exercices de gratitude, qui est plus que de la gratitude, je me dis, quelles sont 3 choses qui sont bien passées aujourd'hui ? Et ça te force au fur et à mesure à regarder les choses positives qui se passent. Ouais, et c'est un muscle. C'est un muscle à développer. Et tu dis que toi, c'est pas de la gratitude. Moi, c'est quelque chose, évidemment, en tout cas, très, très important pour moi, que j'encourage absolument à faire, parce que le fait de nommer des gratitudes, même la plus petite chose qui s'est bien passée, effectivement, ou que tu peux voir positivement dans ta journée, c'est un muscle que tu travailles, de voir les choses sous un nouvel angle, un angle plus porteur pour toi. Et c'est aussi une notion de te donner de l'énergie. On est composé d'énergie et on peut voir facilement que dans une journée, qu'on peut avoir une énergie plus porteuse qu'une autre. Et le fait de se concentrer sur les choses positives, sur la gratitude, ça te donne de l'énergie comme un carburant pour avancer, je trouve. Oui, et puis en fait, ça attire aussi les énergies autour de toi. C'est-à-dire que si tu es quelqu'un naturellement souriant, naturellement les gens vont aimer être dans ta présence. Si tu vas accueillir du soutien et pas du rejet. Si ton énergie, elle soutient les gens, elle uplift les gens autour de toi, les gens vont avoir envie d'être avec toi. Et en fait, je croyais qu'effectivement, pour moi, c'était juste voir le verre à moitié plein ou moitié vide. Mais ce que je dis, c'est qu'en fait, ça remplit ton verre ou ça vide ton verre. Donc, en fait, ça change vraiment ton réel. Et ça, malheureusement, heureusement, il y a Internet, heureusement, il y a des podcasts, heureusement, ces 10, 20 dernières années, ça s'est répandu. Et cette information-là est présente, disponible, et elle est là. Et merci de contribuer aussi à la diffuser. Mais on nous l'apprend pas à l'école. Bien sûr que non. Tu vois, c'est des choses basiques. Je veux dire, ce qu'on dit là, c'est des choses prouvées depuis 10-15 ans par la science. Avant, mais il faut voir, on allait quand même très vite. Moi, j'ai quand même envie de rester sur vraiment une chose positive. C'est que il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 15 ans, tu disais méditation, on te regardait avec des grands yeux, quoi. Et moi, j'ouvrais des grands yeux aussi. Tu disais méditation, t'imaginais quelqu'un qui bougeait pas en Inde et on ne sait pas ce qui se passait, quoi. Un peu chelou. C'est que maintenant, la méditation, pas tout le monde la pratique, mais tout le monde sait ce que c'est, à peu près. Tout le monde sait que ça a des bénéfices, que c'est prouvé scientifiquement. On est quand même allé, tu vois, vraiment assez... Par contre, c'est toujours pas rentré dans l'éducation, c'est toujours pas rentré dans l'école, c'est toujours pas rentré dans voilà, c'est pas
Tu vois, moi, je vois encore autour de moi des amis que j'adore, mais je revois les patterns parentaux qui remettent. J'ai demandé à un ami, comment va ton fils? Il dit, super, et il a 18 sur 1 de moyenne. C'était pas la question. Tu vois, c'était plus, est-ce que mon fils me renvoie le fait qu'il est éduqué? Tu vois, c'est tous les... C'était ça la réponse, plutôt que il se développe, il fait la méditation. Enfin, tu vois, c'est toutes ces structures-là, quoi. Tu dis, il y a 15 ans, méditation, on nous regardait avec des yeux ronds. Aujourd'hui, je pense qu'on est quand même encore à une époque où, quand on parle exploration de conscience, ouverture de conscience, psychédélique, trance, état de conscience modifié, on regarde encore avec des yeux ronds. De moins en moins. De moins en moins, mais quand même, qu'est-ce que tu répondrais aux personnes qui peut-être écoutent ça avec des yeux ronds, écoutent notre podcast alors avec des yeux ronds? Justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que il faut pas chercher à convaincre. En fait, il faut pas chercher à convaincre. Chacun a son interprétation du monde, sa carte du réel. Il faut pas chercher à convaincre. Moi, je suis patient. Je me vois. J'ai évidemment pas inventé le chamanisme, ou ce qu'on appelle chamanisme, qui existe depuis des temps immémoriaux, dans toutes les parties du monde. Quand j'en parlais, moi, quand j'ai découvert ça il y a 10 ans, on me regardait avec des grands yeux. Bon, maintenant, le terme, il est en une de Madame Figaro. Enfin, tu vois, c'est pas que tout le monde fait du chamanisme ou que tout le monde pratique, mais ça y est, tu vois, ça passe. Les choses se font. Ce qui doit évoluer, évolue. Exactement. Ouais. Prenons un truc que je t'ai dit qui est un peu en amont, quelque part, c'est le fait qu'on clignote ou que la réalité soit une projection holographique de la conscience. J'ai pas à le défendre si quelqu'un me dit mais non, regarde, c'est ça. Non. Voilà, ça va se développer avec le temps, on va se réveiller plus à qui on est, on va commencer à comprendre qu'on est beaucoup plus que ce qu'on croit. Ouais, et qu'en fait, on a eu pas des mauvaises cartes parce qu'elles sont pas mauvaises. Mais une expérience, voilà, qui va... Ouais, puis on le voit, les cartes qui représentaient le monde à une époque ne sont plus les mêmes aujourd'hui. On représentait le monde avec notre ce qu'on connaissait du monde à ce moment-là. Exactement. Donc les cartes évoluent. Les cartes évoluent. Et c'est marrant que tu me parles des cartes parce qu'en plus, j'en ai vu. Tu vois, nous, le monde, on a... Bizarrement, t'as l'habitude, quand on te montre une carte du monde, que ce soit à plat ou on va dire sur une map monde, déjà, c'est centré sur l'Europe. Et tout d'un coup, il y a une carte du monde que tu peux voir où en fait, il n'y a que de l'eau, quasiment. T'as une partie de la Terre où tu vois que de l'eau, mais tu l'as jamais vue. C'est partie de la Terre. T'as une autre carte où c'est la carte faite à partir imaginons que c'est des animaux marins qui font la carte de la Terre, donc c'est que à partir de la mer. Tu vois, c'est une autre manière de voir le monde. Ouais. Tu vois qu'en fait, même les cartes, même si elles s'améliorent, qu'elles deviennent plus justes, quelque part, sur leur définition, la taille des nivelés ou tout ce que tu veux, t'as toujours un angle spécifique, même sur ta carte, quoi. Et d'accepter aussi qu'il y aura toujours un angle. Il y aura toujours un angle de vue. Ça. Tu vois, un truc, par exemple, que je veux dire, qui est... Même moi, j'ai du mal à l'intégrer dans ma perception du monde, mais de ce que je crois comprendre aujourd'hui, il n'y a pas de réalité objective. C'est-à-dire que toi, tu pourrais dire, oui, il y a ma vision, il y a ma réalité, il y a la réalité Claire, il y a la réalité de Clément, mais il y a quand même la réalité dans laquelle on est. Moi, aujourd'hui, je te dirais non. Qu'en fait, il y a ce qu'on appelle réalité objective ne serait qu'une conjonction de subjectivité. Oui. Ben oui. C'est qu'en fait, il n'y a pas de... Une métaphore que j'avais utilisée dans un article, c'était que imagine que toi, tu es un fil de réalité. Moi, je suis un fil de réalité. Quand on se met ensemble, on tisse une corde plus grosse, tu vois. Et que ce qu'on appelle la corde, c'est la réalité, mais qu'elle n'est faite que de réalités subjectives interconnectées. Et ça, c'est vachement complexe à comprendre. Parce que tu dis, mais attends, ça veut dire que s'il y avait plus... Qu'est-ce qu'il y a si on n'est plus là? Est-ce qu'il y a quelque chose? Bien sûr, toi, tu as envie de dire, la Lune existe si t'es pas là. Mais en fait, moi, je pense que la Lune, c'est que de l'information. C'est de l'information que nous, on interprète comme ça. Comme cette chose en 3 dimensions. Tu vois, c'est... Et donc, ça démontre encore une fois qu'on peut... Si chaque personne s'ouvre à d'autres façons de percevoir une certaine réalité, alors on peut tisser une corde différente. On peut tisser une corde différente. Et ça m'amène peut-être, pour aller vers la fin de cette conversation, tu dis, je suis patient, mais tu contribues à l'évolution
de l'exploration de la conscience à l'évolution de la conscience, d'une certaine manière, en ayant créé l'Inexco. Pourquoi? Ça a été quoi ton intention? Et c'est quoi ton intention aujourd'hui avec l'Inexco? C'est intéressant. Je pense que on parlait de Gamekult et Sens Critique au départ. Je pense que c'est la même idée derrière. C'est-à-dire créer quelque chose que j'aurais aimé avoir au début de mon parcours et qui n'existait pas en fait. C'est-à-dire que là, j'ai envie c'est pas de mâcher le travail, mais c'est d'avoir un accompagnant que j'aurais aimé avoir à l'époque où moi je suis entré sur mon chemin intérieur. C'est-à-dire, l'équivalent, ça serait, imaginons que l'idée c'est de monter la montagne, bah, plutôt que de la monter tout seul, on me dise, ah tiens, bah, y a tel sentier qui existe, je sais pas, tel bouquin ou telle philosophie, il y a telle chose qui existe. Ah tiens, il y a aussi des guides qui peuvent t'accompagner en montagne si tu veux. Bien sûr, l'idée c'est qu'après, toi, tu montes la montagne tout seul. C'est d'éviter, c'est de faciliter. En gros, à la base, c'est pour mes potes. Tu vois, à la base, c'est pour mes potes, et puis après, il y aura peut-être plus de monde qui viendront, mais c'était mes potes qui me disaient, ok, mais comment tu truc? Je dis, bah attends, voilà. Donc l'idée, c'était de faire une espèce de collectif qui te montre que, l'exploration de la conscience existe, que il faut la déstigmatiser, parce qu'il y a encore un stigmate en France assez fort. Les yeux ronds. Voilà, c'est ça. Et en fait, il y a aussi, on n'en a pas parlé, mais je pense qu'en France, la difficulté ou le challenge qu'on a, c'est c'est la patrie de Descartes, c'est la partie du rationnel, et donc tout ce qui n'est pas rationnel, entre guillemets, on a du mal. Heureusement, aujourd'hui, il y a la rationalité de la science qui a prouvé beaucoup de choses dans les états de conscience modifiés. Mais c'est un peu ça l'idée de l'Inexco, donc l'Inexco, c'est INEXCO, c'est l'abréviation de Institut Exploration Conscience. Et l'idée, c'est de déstigmatiser, de diffuser l'information. Et alors, nous, on propose effectivement aussi des accompagnements, des retraites et des espèces de parcours en ligne, un peu comme des jeux. On en revient au jeu. Mais l'idée, ouais, c'est de contribuer à ce truc global, à notre petite... À cette ouverture à ce que ça, à l'exploration de la conscience. À l'exploration du réel et et en de la parlant conscience. aussi au cerveau gauche, puisque nous sommes quand même dans des sociétés très mentales, en tout cas en Occident. Donc, vous faites parler des scientifiques aussi. Ouais, le but, c'est pas de convaincre des gens déjà convaincus, en fait. Mm-hmm. Quelque part, en fait, c'est rigolo parce que je me rends compte que quelque part, c'est de toucher l'ancien Clément. Ou les gens comme l'ancien Clément. C'est-à-dire des gens qui étaient bien, mais qui quelque part étaient rationnels coincés dans une certaine réalité. Coincés dans une certaine réalité. Et de leur montrer qu'il en existe d'autres, qu'il y a plein de manières d'observer, que nous, justement, on n'a pas de dogme à donner. On ouvre le truc, on dit voilà, tu peux expérimenter ci, ça. En fonction de qui tu es, nous, on pense que ça peut t'aider. Mais on n'a pas de dogme spécifique à donner. C'est juste de montrer qu'effectivement, en fait, tu as tout quelque part en toi, et qu'on en parlait, c'est des muscles à développer, qu'on peut te montrer comment les développer, on peut t'accompagner là-dedans, mais c'est pas Voilà, le but, c'est pas de suivre une voie spécifique. Ni de suivre une voie spécifique, ni de changer le monde. C'est-à-dire que le but, c'est de comprendre que c'est en toi que ça commence, parce que le monde est un reflet de toi, en fait. Ce que tu vas voir du monde, c'est un reflet de toi. Et voilà, c'est un peu ça l'idée avec l'Inexco. Alors on apprend, c'est pareil, on avance, on apprend, on travaille. Là, on a une idée de lieu, mais on ne sait pas de lieu à acquérir, on ne sait pas si c'est forcément une bonne idée. Est-ce qu'il ne faut pas rester nomade et faire nos retraites dans des lieux amis, tu vois? Vous explorez. On explore. Ouais. On explore. J'ai 2 questions pour finir. Une question qui est pour toi et une question qui est pour les personnes qui nous écoutent. La question pour toi, c'est quand tu regardes tout ton parcours et tous les enseignements que tu en as retirés, qu'est-ce que tu as appris peut-être le plus important à propos de toi? Que je suis, comme tout le monde, une entité beaucoup plus grande que ce que je crois être, en fait. C'est-à-dire qu'il y a énormément encore à explorer. En fait, j'ai appris à me délimiter, quelque part. Je pense qu'à la fois, une manière d'aller vers ça, c'est vraiment de suivre son enthousiasme. C'est vraiment la clé. C'est-à-dire que l'enthousiasme peut ne pas être compris par les gens autour de vous, mais qu'en fait... si on suit son enthousiasme, en fait, c'est une espèce de boussole qui va nous... D'ailleurs, je sais plus où ça vient, enthousiasme, je crois que ça vient de Entheos, ça veut dire le souffle de l'esprit ou de Dieu, en fait. L'enthousiasme, c'est un peu le terme qui te dit comment la source te parle, en fait. Tu vois ? On ira creuser ça. Voilà. Mais je crois que ça me parle, c'est l'élan vital, l'enthousiasme. Ah ouais, et ça te...
Et quand tu le suis, tu découvres au fur et à mesure beaucoup plus de qui tu es. Moi, je suis très curieux de voir si on refait ce type d'entretien d'ici 20 ans, tu vois, de voir ce que j'aurais découvert encore de moi et du réel. C'est assez fascinant. C'est-à-dire qu'en fait, je crois que c'était Gurdjieff qui disait, pour s'échapper de prison, il faut commencer à comprendre qu'on est en prison. Voilà. Mettre la conscience. Voilà, mettre la conscience. Illuminer. Et voilà. Et ce que j'ai compris, c'est de mon parcours et tout, c'était qu'effectivement, je me mettais en prison et que j'ai encore des barreaux. En fait, on peut pas être isolé. C'est-à-dire que malgré tout, on voit l'influence du monde autour de nous. C'est que qu'est-ce qu'on s'autorise à être? C'est par rapport à ce que les gens nous autorisent à être aussi. Enfin, tu vois, il y a une espèce de rapport à l'autre permanent. De rapport à l'autre ou voilà, permanent. Et ma deuxième question, qui va peut-être mener à la même réponse ou équivalente, mais de tout ce qu'on a dit, s'il y avait une chose pour que les personnes qui nous écoutent auraient à retenir selon toi, comme une première graine dans leur chemin d'exploration de conscience ou d'exploration d'eux-mêmes, de tout ce qu'on a dit, qu'est-ce qui selon toi devrait être retenu? Alors c'est drôle parce qu'on n'a pas tant parlé que ça, mais ce qui me vient, c'est de la relaxation. Alors bien sûr, il y a l'enthousiasme dont on parlait, ça aurait pu être aussi une très bonne réponse, c'est-à-dire de suivre son enthousiasme et accepter qu'il soit changeant. C'est aussi accepter qu'être à sa place, c'est aussi accepter que sa place soit changeante. Mais quelque part, on en a peu parlé et je pense que c'est la relaxation. C'est-à-dire que d'abord, c'est « hey, relax ». Moi, c'est ce que je me dis hyper souvent. « Hey, arrête de paniquer, relax ». C'est respire. C'est un jeu. C'est un jeu. Tu vois pas tout pour l'instant, mais c'est la relaxation. Et la relaxation, c'est pas le repos. Hein. C'est que le monde a besoin de se reposer, plein de raisons. Je sais pas, on travaille trop, on est trop stressé, mais c'est de la relaxation, quoi. Et la relaxation, c'est se relâcher. C'est en nous, c'est accessible à tout le monde, mais on nous l'apprend pas. C'est pas, on nous apprend à être productif ou dans un état de tension, dans un état où on fait, où on doit faire, où on doit réaliser. Et les premiers trucs, c'est relax, quoi. C'est que je pense que pour moi, c'est ça, quelque part, à travers l'Inexco, il y a deux choses qu'on essaye de transmettre quand même. C'est l'art de la contemplation. Pour savoir que, donc, comme on en a beaucoup parlé, ça, c'est de savoir se contempler, se regarder, pas se juger, aller voir ses ombres. Donc l'art de la contemplation, qui est un art qui prend du temps, mais qui se pratique. Et le deuxième art dont on a peu parlé, mais c'est ça, on en parle pour finir, et c'est peut-être ça, c'est l'art de la relaxation. Après la contraction, doit suivre la relaxation. Ouais, et puis la relaxation, elle est magique parce qu'en fait, c'est là où tout arrive, en fait. Si par exemple, je vais finir sur ça, c'est un truc tout simple, mais par exemple, t'es sous la douche. La douche, chez nous, c'est un des rares moments où on se relâche. On n'a pas à penser à quelque chose, on est sous l'eau, on est dans le moment présent. Alors bien sûr, on peut penser à des choses, mais on est sous l'eau, on est dans la sensation, on se relâche. Et comme par hasard, c'est là où il y a les idées. Comme par hasard, c'est là où il y a, souvent sous la douche, c'est là où il y a des choses qui arrivent. C'est là où il y a des... Voilà. Moi maintenant, j'apprends à me relaxer, pas que sous la douche. Tout d'un coup, si j'arrive pas à avancer sur un projet ou quelque chose, je m'allonge, je respire doucement, je fais rien. L'art perdu de ne rien faire, où tu te relâches. Et c'est dans cet espace de relaxation où tout d'un coup, il y a l'idée, comme par hasard, qui va arriver, ou l'envie de trucs qui va m'aider après. Et ça, on est plus habitué à s'autoriser ces espaces de jachère, ces espaces de relaxation où en fait où les informations peuvent nous parvenir d'ailleurs, voilà, cet espace de jachère, espace de conscience. Voilà, qu'on n'essaie pas d'habiter totalement, où justement on essaie de plus être là, de se relâcher, d'être là. Et je pense que c'est peut-être le conseil que je donnerais aux gens, c'est relax. J'espère sincèrement que cette conversation vous a permis justement cet espace de relaxation, d'être en réception de toute la richesse de ce qui a été partagé aujourd'hui. Je nous souhaite l'enthousiasme et la relaxation. C'est un beau programme. Merci tellement pour toute cette transmission. Merci. Cette richesse, Clément. Merci Claire, merci de m'avoir reçu. Merci infiniment d'avoir passé ce moment avec nous. Si cet épisode t'a inspiré, dis-moi pourquoi en commentaire ou en message privé. Partage-le autour de toi et laisse un avis et des étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. Grâce à ces simples gestes, tu permettras au podcast et à mes invités de rayonner
et d'inspirer plus de monde. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi sur la plateforme de ton choix. Et si tu veux en savoir plus sur moi et mon parcours, toutes les informations sont en description du podcast. On se retrouve chaque premier jeudi du mois. Et d'ici là, je te souhaite de rester à l'écoute de toi.